J'espère que tout se passe bien pour vous en cette fin de 2025. Un épisode particulier a laissé une empreinte étrange sur cette fin d'année. Un épisode qu'on aurait facilement pu rater ou pas. En fait, dans un pays où la liberté de la presse est une illusion, où la chape de plomb de la répression pèse depuis un demi-décennie sur les médias et où les journalistes marchent sur des œufs pour ne pas finir devant un juge accusé d'avoir ébranlé les institutions ou troubler l'ordre public, il est devenu banal que certaines informations sensibles soient carrément étouffées. Avec la censure officielle comme chien de garde et l'autocensure comme réflexe de survie généralisé, plus d'un fait marquant du pouvoir algérien est balayé sous le tapis comme s'il ne s'était jamais produit. À l'aube de 2026, une énigme politico-militaire secoue les cercles du pouvoir algérien. Tenez-vous bien, celui qu'on considère comme l'homme fort numéro 2 du pays, oui, juste après le président, s'est volatilisé. Saïd Chengria, le patron incontesté de l'état-major de l'armée nationale populaire et accessoirement ministre délégué à la défense, a disparu des radars. Silence radio. Plus un souffle depuis plus de 5 jours. Et ce n'est pas une simple escapade discrète, son absence a frappé les esprits, car elle coïncide avec 2 événements d'une portée hautement symbolique. Le premier, le Conseil des ministres du 28 décembre 2025, une messe politique à laquelle il assistait habituellement sans jamais faillir. Le second, le grand discours présidentiel de fin d'année, celui qu'Abdelmadjid Tebboune a livré en grande pompe devant les 2 chambres du Parlement l'APN et le Conseil de la Nation réuni pour l'occasion au Palais des Nations, dans le très fermé Club des Pins d'Alger le 30 décembre. Dans ces moments cruciaux où le pouvoir montre ses muscles et affiche son unité, Chengria lui brillait par son absence. Ce n'est pas comme s'il s'était éclipsé d'une réunion banale ou d'un gala quelconque. Non, Saïd Chengria, l'ombre omniprésente aux côtés de son fidèle complice Abdelmadjid Tebboune, a manqué non pas un, mais 2 rendez-vous politiques majeurs. Et là, c'est tout, sauf une coïncidence. Ce n'est pas rien, on parle d'un homme qui, depuis qu'il arbore fièrement la double casquette militaire et politique, n'a jamais laissé passer un seul conseil des ministres sans pointer le bout de son képi. Il était toujours là, immanquable, solide comme un roc, présent à chaque prise de parole présidentielle devant le Parlement, surtout depuis que Tebboune a lancé cette mise en scène annuelle devenue presque rituelle. 3 ans que cette cérémonie se répète, 3 ans que Chengria ne rate pas une miette. Et là, soudainement, il brille par son absence au Club des Pins, comme s'il s'agissait d'un événement sans importance. Non, quelque chose cloche. Clairement. Alors forcément, les langues se délient et les doutes fusent. Et on ne parle pas ici de simples ragots de café. Non, les Algériens ont parfaitement raison de se demander avec sérieux « Mais où est donc passé Saïd Chengria en cette fin de 2025 ?» Une disparition comme celle-là, ce n'est pas banal, ce n'est pas rien. On parle d'un duo qui depuis novembre 2024, moment où Chengria a officiellement rejoint les hautes sphères du gouvernement, ne s'est plus jamais quitté, collé comme 2 aimants. Et pourtant, lors de l'allocution présidentielle, ce grand moment annuel où Tebboune solennel déroule son bilan et trace les grandes lignes pour l'année suivante, silence, pas de Chengria. Et ce discours n'a rien d'anodin, c'est là que le président établit le décor, pose les jalons de son cap politique et imprime sa vision à venir. Autrement dit, c'est le moment clé où chaque pièce du puzzle du pouvoir doit être à sa place. Sauf que cette fois, il manquait une pièce maîtresse. La disparition de Saïd Chengria, ce n'est pas une anecdote qu'on balaye d'un revers de la main. Non, ce n'est ni un oubli de dernière minute, ni un imprévu logistique. On ne parle pas ici d'un simple conseiller qu'on aurait pu remplacer sans remous. On parle d'un pilier, d'un acteur central de l'appareil d'État. Dans le théâtre du pouvoir algérien Chengria, c'est l'un des 2 metteurs en scène. Le système tient sur une alliance serrée, presque fusionnelle entre 2 cerveaux, 2 pôles de commandement qui se complètent l'un à la tête de l'État, l'autre à la tête de l'armée. Alors forcément, quand l'un de ces 2 visages disparaît des projecteurs, la question se pose, que se passe-t-il? Nous avons fouillé, interrogé, recoupé, mais rien de solide n'est remonté. Silence radio. Juste 2 hypothèses lancées par des sources plutôt bien placées. La première, Chengria serait cloué au lit dans un état de santé préoccupant, incapable de se rendre aux événements officiels.
Il aurait donc décliné malgré lui l'invitation du président à participer à la réunion du Conseil des ministres ainsi qu'au grand discours national au Club des Pins. Une version qu'on nous souffle, mais qui reste à confirmer. Alors, désolé, mais difficile d'adhérer à la version officielle du général Litté. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on a vu Saïd Chengria, c'était tout récemment, le 25 décembre 2025, 5 jours à peine avant sa mystérieuse disparition. Et il n'était pas en train de se reposer à l'hôpital, non. Il était en déplacement officiel impeccable dans son uniforme debout et en pleine forme à l'ambassade de Libye à Alger. Le ministère de la Défense lui-même l'a confirmé et les journaux locaux ont même publié les clichés. Ce jour-là, il représentait le président Tebboune pour présenter les condoléances de l'État algérien après la tragédie qui a coûté la vie au général Mohamed Ali Ahmed al-Haddad, le chef d'état-major libyen, victime d'un crash aérien alors qu'il rentrait de Turquie. Bref, difficile de croire que quelqu'un d'aussi actif le 25 soit soudainement devenu inapte à toute apparition publique dès le 28. Il y a quelque chose qui cloche. Donc oui, il y était bien allé. Le 25 décembre au soir, Saïd Chengria a fait acte de présence à l'ambassade de Libye à Alger. Il a signé le registre de condoléances dans les règles de l'art pour saluer la mémoire du général libyen Mohamed Ali al-Haddad, tragiquement disparu dans un crash alors qu'il rentrait de Turquie avec son équipe. Cérémonie sobre mais officielle, et surtout sur les photos publiées que vous pouvez consulter vous-même sur le site du ministère de la Défense, pas la moindre trace de fatigue, ni mine abattue, ni teint pâle. Non, Chengria affichait une allure parfaitement normale, presque trop normale. Le communiqué ministériel, quant à lui, ne laissait place à aucune ambiguïté, mission accomplie, représentant du président message de compassion délivré au nom du peuple algérien. Bref, tout roulait. À ce moment précis, personne n'aurait pu deviner qu'il allait disparaître des radars dès le lendemain. Et encore moins qu'on évoquerait une maladie mystérieuse 3 jours plus tard. Ce soir-là, Chengria ne s'est pas contenté de faire acte de présence. Il a exprimé avec toute la solennité du moment ses condoléances les plus profondes au peuple libyen, à leurs dirigeants et aux familles des victimes. La scène, immortalisée par les caméras du ministère de la Défense, le montre en grande conversation avec l'ambassadeur de Libye droit comme un I, costume impeccable, mine sereine. Aucun signe de fatigue, encore moins de maladie. Alors soyons logiques, entre le 25 et le 28 décembre, qu'est-ce qui aurait bien pu l'aliter si brutalement? Une grippe fulgurante, une angine carabinée, ou peut-être un virus qui choisit ses dates? Oui, la biologie a ses mystères. Mais tout de même, ce genre de maladie, ça met à plat 2-3 jours au pire. Pas de quoi empêcher un général de se pointer, ne serait-ce qu'en spectateur discret, au discours annuel du président le 30 décembre dans l'enceinte symbolique du Palais des Nations. Et là, silence. Rien. Pas même une apparition furtive. Franchement, même une bronchite aurait pu faire l'effort d'être ponctuelle. Depuis que cette cérémonie a été instaurée par Tebboune, aucun des hauts gradés du régime n'a jamais osé s'absenter. Jamais. Pas une seule fois. C'est un passage obligé, un rituel du pouvoir. Alors forcément, l'absence soudaine de Chengria fait tâche. Si ce n'est pas une grippe, et franchement, je ne vois pas comment une simple grippe peut immobiliser un général pendant 5 jours, alors quoi? Un mal mystérieux tombé du ciel peut-être. Après tout, le corps humain regorge de secrets. Parfois même les médecins lèvent les bras au ciel. Mais soyons sérieux 2 minutes. Une maladie aussi foudroyante qu'elle t'empêche d'assister à un discours d'1 heure dans ta propre ville entourée de ton monde et dans un fauteuil bien chauffé. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à gober ça. Une telle excuse pour rater un événement politique de cette envergure, c'est comme dire que tu as manqué ton mariage à cause d'un mal de tête. Oui, techniquement, c'est possible. Mais est-ce que ça tient debout? Pour moi, non. Je n'achète pas cette version. Déjà, parlons d'un homme qui ne laisse rien au hasard côté santé. Chengria, c'est pas du genre à ignorer un mal de tête. Il est surveillé, suivi, entouré d'un dispositif médical digne d'un chef d'État. Et on sait qu'il lutte depuis un moment contre un cancer de la prostate avec un traitement parfaitement encadré, millimétré. Alors oui, certains avancent l'idée qu'il aurait pu subir une dégradation soudaine, une rechute brutale entre le 25 et le 30 décembre.
5 jours de silence de vide médiatique, c'est plausible. En tout cas, c'est ce qu'on tente de nous faire avaler. Quelques sources jugées bien placées insistent, il est malade, il ne pouvait tout simplement pas venir. Bon, mais voilà le hic. On parle de Sai Chengriha, pas de Monsieur Tout-le-Monde. Ce général ne vit que pour le pouvoir, il s'y abreuve comme d'autres boivent de l'eau. Il aime les projecteurs, il aime être vu, reconnu, placé aux côtés de Tebboune dans chaque moment politique qui compte. C'est son oxygène. Il ne supporte pas de passer inaperçu, surtout lors des grandes messes de la République. Il est la figure militaire par excellence, celui qui incarne la force armée de l'État. Alors l'idée qu'il ait manqué volontairement un événement clé, difficile à gober. Franchement, vous imaginez sérieusement que le chef de l'armée aurait séché un événement d'une telle envergure? Pour un petit rhume? Non, soyons sérieux. Même avec une toux ou une migraine, Chengriha aurait pu s'installer discrètement dans un coin du club des Pentes, faire acte de présence pendant une petite heure et repartir. Il n'avait pas à faire un marathon juste à se montrer. Rien que sa silhouette sur les images officielles aurait suffi à envoyer un message clair « L'armée est là. Et moi aussi ». Alors non, ça ne peut pas être une pathologie banale. Si maladie il y a, elle doit être sérieuse. Mais encore une fois, retournons au 25 décembre, le bonhomme était debout, actif, souriant en représentation diplomatique à l'ambassade de Libye. Rien, absolument rien, ne laissait présager un effondrement médical imminent. En 5 jours à peine, il aurait développé des complications graves. C'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est une hypothèse. Peut-être. Mais moi, personnellement, j'ai du mal à y croire. Vraiment. Une autre version circule plus discrètement. Chengriha serait à l'étranger. Mission officielle, voyage médical. Petite escapade privée, mystère total. Ce qu'on sait, c'est qu'il aurait quitté le pays. Mais ce qu'on ignore, c'est pourquoi. Et curieusement, les langues restent bien scellées. Personne ne parle. Même les sources habituellement bavardes se contentent d'un silence gêné. Comme si on avait tiré un rideau noir sur toute cette affaire. Et là, franchement, ça devient suspect. Parce que soyons honnêtes, un déplacement à l'étranger d'un haut gradé comme Chengriha, ça ne passe pas inaperçu. Il ne prend pas un taxi pour filer à l'aéroport low cost. Il embarque dans un jet, un avion militaire ou l'un de ces appareils rutilants de la flotte présidentielle. Il y a des registres, des autorisations, des itinéraires. Et malgré tout ça, rien ne filtre, pas une fuite, pas un murmure. Ce silence assourdissant dans un pays où tout finit par se savoir laisse, franchement songeur. Mais alors, soyons logiques, pourquoi aurait-il quitté le pays? Et surtout, pourquoi choisir les 2 tout derniers jours de l'année pour s'envoler à l'étranger? Sérieusement, qui organise une mission diplomatique ou militaire entre le 28 et le 31 décembre, à moins de vivre dans une autre dimension, c'est une période où même les bureaucrates les plus zélés sont en mode veille sapin, de Noël en fond et agenda vide. Les grandes puissances, vous savez celles qui pourraient se permettre de recevoir un chef d'état-major étranger, ont plutôt tendance à geler leur réception officielle à cette période. Et franchement, à moins qu'il y ait eu une crise géopolitique majeure de dernière minute du genre conflit armé, menace sécuritaire internationale ou effondrement d'un régime voisin, rien ne justifie ce genre de déplacement. Et jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie n'est ni en guerre ni au cœur d'un conflit régional, ni en train de négocier un cessez-le-feu avec Mars. Alors à quoi bon partir? Et surtout, pourquoi dans ce timing si précis, si symbolique, ça soulève beaucoup plus de questions que ça n'apporte de réponses. D'accord, il y a bien cette histoire éternelle de tension glaciale avec le Maroc, un feuilleton qu'on connaît par cœur au point qu'il ne surprend plus personne. Mais soyons clairs, pas de guerre déclarée, pas de chars à la frontière, pas d'état d'urgence. En Libye, l'Algérie n'y joue aucun rôle militaire direct. Dans le Sahel, présence discrète. Oui, implication active dans un conflit. Non, bref, l'ambiance est tendue, mais de là à parler de situation explosive, on en est loin. Alors maintenant, dites-moi quel pays en plein réveillon entre le 28 et le 31 décembre aurait l'idée brillante d'ouvrir ses portes à un général algérien pour une mission urgente. À part peut-être un Trump en mode hyperactif ou un Poutine qui bosse pendant que les autres festoient, on ne voit pas grand monde. Et encore même, ces deux-là ont leur priorité bien à eux, souvent très locale.
L'Algérie, en vérité, n'est au centre d'aucune dynamique qui concerne directement les grands pôles de pouvoir mondial. Ni crise bilatérale avec les États-Unis, ni tension aiguë avec Moscou ou Bruxelles. Les seuls pays qui pourraient, dans un scénario improbable, accueillir Shangri-La à cette période seraient sans doute arabes. Et encore, il faudrait qu'il y ait une sacrée raison pour justifier ce timing. Mais alors, quel pays arabe aurait pu déclencher une telle urgence diplomatique avec l'Algérie au point de justifier le décollage en pleine fête de fin d'année d'un général aussi haut placé? Franchement, à part la Tunisie, ce voisin avec lequel on a signé des accords militaires aussi sensibles que polémiques, je ne vois pas. Aucun autre État arabe ne semble avoir une telle proximité stratégique ni une crise brûlante à désamorcer avec Alger. Alors qui, et surtout pourquoi maintenant? D'autant plus que Shangri-La aurait quitté le territoire pile au moment où se tenait un conseil des ministres crucial, et pas n'importe lequel, celui où devait être discuté un point clé potentiellement explosif pour l'avenir politique du pays, la révision de la Constitution. Ce n'est pas la date qui donne du poids à ce conseil, c'est bien ce qu'il y avait à l'ordre du jour. Et comme par coïncidence, ce projet a été remis à plus tard, pile au moment où le chef de l'armée brillait par son absence. Un hasard, peut-être. Mais parfois, les coïncidences sont de curieux messagers. Pour esquiver à la fois un conseil des ministres stratégique et un discours présidentiel devant le Parlement, tout ça, sans même apparaître une fraction de seconde aux côtés du chef de l'État, il faut une excuse béton, pas une simple grippe ou une jambe raide, dont là il fallait une urgence réelle. Un empêchement sérieux incontournable qui justifie cette absence retentissante. On est d'accord, quelque chose de vraiment lourd devait se tramer. Et puis franchement, glisser un déplacement international dans un agenda entre le 28 et le 31 décembre, à cette période où même les diplomates rangent leurs dossiers et préparent les toasts du Nouvel An, ce n'est pas anodin. À moins que ce soit un voyage médical. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? Que son état de santé était réellement préoccupant. Assez pour l'éloigner du pays à ce moment précis. Mais là encore, revoyons les images du 25 décembre à l'ambassade de Libye Shangri-La, avait l'air aussi solide qu'un roc. Pas une goutte de sueur, pas un signe de faiblesse. Alors oui, la vie est pleine de surprises, les virus sont rapides, les complications aussi, mais tomber gravement malade en 5 jours, c'est possible, tout en restant hautement improbable. Peu importe ce qui se trame en coulisses, une chose est sûre, cette disparition fait naître plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le flou total. Et bien entendu, dans ce genre de vide, les rumeurs s'infiltrent vite. Certaines sources, réputées pourtant fiables, nous ont soufflé 2 hypothèses, 2 récits divergents mais impossibles à vérifier. Première version, Shangri-La serait malade. Pas juste fatigué, non mais vraiment touché physiquement. Un état de santé suffisamment préoccupant pour le clouer loin des projecteurs. Deuxième hypothèse, un départ à l'étranger. Mais pour faire quoi ou pourquoi silence complet? Le voyage est resté sans explication, sans destination, sans justification. Et le problème, c'est que ces 2 récits ont du mal à coller avec le timing. On parle ici d'une période politique très sensible. Le discours de Tebboune devant le Parlement n'est pas un simple événement protocolaire, c'est un moment fort, un repère symbolique. Alors l'absence du chef d'état-major à un tel moment, forcément ça alimente les soupçons. D'autant que d'autres voix ailleurs commencent à raconter autre chose. Selon un 3e faisceau de sources que nous avons pu interroger, l'hypothèse serait encore plus explosive une fracture au sommet, une vraie. Pas une grippe, pas un voyage, mais un désaccord profond entre le président Tebboune et les hauts gradés de l'armée. Sujet de la discorde. Rien de moins que la révision constitutionnelle prévue pour 2026, les grandes lignes politiques que Tebboune souhaiterait imposer, et surtout ses orientations diplomatiques pour l'année à venir. Là, si cela s'avère exact, on ne parle plus d'un simple malentendu. On touche aux fondations même du pouvoir, ce serait un signal d'alerte rouge, une fissure dans le bloc compact du régime, et pourtant, en surface, rien ne transparaît. Aucun accroc visible, aucun signe de tension. Bien au contraire, jusqu'ici, tout dans leur posture publique respirait l'entente parfaite. Même discours, même intérêt, même vision à long terme. Honnêtement, on a du mal à les imaginer en train de s'opposer frontalement. D'habitude, c'est même plutôt une danse bien rodée.
Tebboune ajuste ses ambitions pour ne pas froisser Tchengria, et Tchengria de son côté arrondit les angles quand il le faut pour soutenir Tebboune. Une mécanique huilée, du moins jusqu'à présent. Ce duo, c'est plus qu'un pacte politique, c'est une stratégie de survie. Une alliance scellée non pas par simple convenance, mais par nécessité mutuelle. C'est grâce à cette symbiose parfaitement huilée que Tebboune et Tchengria ont réussi à verrouiller le sommet de l'État, à maintenir l'illusion d'un pouvoir homogène stable et indéboulonnable. Leur cohésion n'est pas seulement un outil, c'est leur arme la plus redoutable pour garder le contrôle. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas un décor de théâtre. Ce n'est pas une entente factice pour les caméras. Non, cette alliance-là repose sur une conviction profonde. L'un ne tient pas sans l'autre. Tchengria le sait, Tebboune aussi. C'est une mécanique à deux engrenages qui tournent ensemble ou qui s'effondrent ensemble. Alors franchement, l'idée qu'ils aient pu se brouiller brutalement en douce à la toute fin de l'année, c'est difficile à avaler. Ça ne colle pas. À ce stade, vous êtes sûrement en train de vous dire « Mais attends, Abdou, donc au final, t'as rien de concret à nous balancer. » Et vous auriez raison de poser la question. Voilà ce que j'ai pu glaner, recouper, sentir à travers les non-dits. Pas de scoop fracassant, non. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que cette disparition, elle ne sent pas bon. Elle intrigue. Et franchement, elle inquiète. Ce flou est trop épais pour être banal. Des désaccords entre Tebboune et Tchengria. C'est pas impossible. Ils en ont sûrement eu comme tous les duos au sommet. Mais jamais, et je dis bien jamais, ces tensions n'ont débordé dans l'espace public. Pas même une étincelle visible. À chaque fois, c'était maîtrisé, nettoyé, emballé. Les éventuels clashs étaient traités dans les coulisses, puis étouffés dans l'œuf. Ces deux-là ont toujours su protéger la façade. Ils sont trop stratèges pour laisser leurs divergences éclater au grand jour. Leur mot d'ordre a toujours été clair, on peut se détester en privé, mais en public, c'est l'union sacrée. Lorsqu'un tandem aussi central que celui-là donne, ne serait-ce qu'un petit signe de fissure, c'est toute une galaxie d'opposants qui commence à s'activer. Un soupçon de division entre eux, et voilà que les ennemis tapis dans l'ombre y voient une fenêtre de tir. Une brèche dans leur mur d'unité, et c'est tout l'édifice du régime qui peut tanguer. Franchement, ce serait suicidaire pour eux de s'exposer comme ça en laissant transparaître une mésentente. Ils le savent mieux que personne, la force de l'un alimente la solidité de l'autre. Leur pouvoir, ils le tiennent ensemble, et s'il y en a un qui flanche, l'autre tombe aussi. C'est une mécanique à double verrouillage. Séparément, ils sont vulnérables. Ensemble, ils sont intouchables ou presque. Moi, je n'adhère pas vraiment à cette hypothèse d'un clash. Mon intuition me dit autre chose. J'ai plutôt le sentiment qu'on assiste à un scénario préparé en coulisses, un plan à huis clos, et peut-être même que le chef d'état-major a été discrètement envoyé en mission spéciale à l'étranger. Une mission dont le commun des mortels, nous compris, ne saura rien pour l'instant. Mais bon, là-dessus, je ne peux rien affirmer. Une mission secrète à l'international, mais calée, pile entre Noël et le Nouvel An 2025. Sérieusement. Faut vraiment que ce soit une mission sortie tout droit d'un roman d'espionnage, parce qu'on peine à imaginer quel grand pays de ce monde serait assez motivé pour organiser des réunions de haut niveau, alors que tout le globe est en mode d'Inde au marron et cotillon. Et même si on élargit un peu la carte, en Russie, même si Noël se fête plus tard, le 6 ou 7 janvier, les jours qui précèdent ne sont pas franchement réputés pour leur frénésie diplomatique, le 30, le 31, puis le 1er. Là-bas aussi, on fait la fête. Les Américains, pareil. En Italie, inutile de chercher, tout est fermé, sauf les pizzerias et les églises. Alors quoi, il aurait fait un saut express en Chine? Pourquoi pas, après tout, le nouvel an chinois n'est pas pour tout de suite, février ou mars 2026, si on ne se trompe pas. Mais dans ce cas, pourquoi Pékin ouvrirait-il grand ses portes à Tchengria, pile à cette période? C'est un peu comme débarquer à une fête qui n'a pas encore commencé. Cela dit, il faut rester lucide. Pékin n'est pas coupé du monde. Les institutions chinoises savent parfaitement composer avec le calendrier occidental quand les intérêts l'exigent. Et puis qu'on le veuille ou non, la Chine reste étroitement liée à ses échanges avec l'Occident. C'est une réalité qu'on aurait tort d'ignorer ou de minimiser. Quoi qu'il en soit, de notre côté, les vérifications continuent.
On cherche à comprendre s'il y a réellement eu un déplacement hors du pays le 30 décembre, à un moment où Tebboune s'adressait solennellement au Parlement alors qu'à peine 2 jours plus tôt, le Conseil des ministres devait se pencher sur un dossier explosif, la révision de la Constitution. Et c'est là que le raisonnement coince. Absolument rien n'obligeait Tshengriha à caler un voyage, qu'il soit privé ou officiel, précisément dans cette fenêtre ultra sensible. Il aurait pu partir juste avant, juste après ou tranquillement au début du mois de janvier. Rien, strictement rien, ne l'empêchait d'attendre. Ce choix de timing reste donc pour le moins troublant. Alors posons la vraie question, quelle situation suffisamment grave aurait pu imposer un départ précipité à l'étranger en pleine fin d'année? En dehors d'un effondrement sérieux de l'état de santé, quelle autre urgence absolue pourrait justifier une telle décision à ce moment précis? Personnellement, je ne vois rien de convaincant, d'autant plus que ces dates coïncidaient avec 2 séquences politiques majeures où la présence du chef de l'armée était loin d'être symbolique. Lorsqu'on touche à une éventuelle réforme constitutionnelle, la parole militaire compte, elle pèse lourd. Elle ne peut pas être absente. On parle ici du texte fondamental de l'État, et dans ce genre de débat, l'institution militaire n'est pas un figurant. Ajoutez à cela le grand exercice de fin d'année, bilan, orientation, projection pour l'avenir, et vous comprenez que ce rendez-vous concernait aussi directement le patron de l'armée, et à travers lui toute l'armée. Résultat, une absence qui dérange, qui questionne et qui n'a étrangement pas été relevée publiquement. Personne n'a voulu pointer l'éléphant dans la pièce. Nous, on a choisi de le faire et on continue à creuser méthodiquement pour tenter de démêler le vrai du faux et obtenir des éléments enfin solides. À ce stade, soyons clairs, tout ce que nous avons réussi à rassembler reste fragile. Rien n'est gravé dans le marbre. On prend ces éléments avec précaution sans les avaler tels quels. Et je vais être honnête avec vous, aucune des versions évoquées jusqu'ici ne m'a réellement convaincu. Même lorsqu'elles proviennent de sources habituellement solides, méthodiques, réputées pour leur sérieux. Cette fois, quelque chose ne colle pas. Et en Algérie, on l'a déjà appris à nos dépens. L'épisode Nassar John en 2025 a laissé une leçon amère quand une affaire touche un point ultra sensible du pouvoir même. Les informateurs les plus sûrs se murent dans le silence. Non pas par manque de volonté, mais souvent par impossibilité pure et simple. Quand l'information est verrouillée à ce point, chaque mot devient traçable. Identifier celui qui parle devient un jeu d'enfant. Résultat, l'accès à la vérité se réduit à peau de chagrin. Et quand cet accès devient quasi impossible, plus personne n'ose ouvrir la bouche. Pire encore, et c'est là toute l'ambiguïté, certaines sources préfèrent parfois brouiller les pistes. Elles orientent volontairement vers de fausses hypothèses, non pas pour nuire, mais pour éviter que l'on touche au cœur du problème. Parce que cette vérité-là, si elle venait à émerger, placerait le régime algérien dans une position extrêmement inconfortable.